Bonjour, alors bienvenue pour ce chapitre 35, le dernier de l'année, qui va porter sur les isométries vectorielles et les matrices orthogonales. Autrement dit, on va étudier des applications linéaires particulières et on va regarder quelles sont les caractéristiques de leurs matrices. L'idée c'est ça. On arrivera à la fin de ce chapitre à retrouver la formule que vous connaissez pour le produit scalaire, c'est-à-dire que le produit scalaire entre deux vecteurs de R2, par exemple, se calcule avec la norme fois le cosinus de l'angle. On va finir le chapitre sur cette formule. Alors cette formule, elle a l'air de rien, sauf qu'en fait, dans cosinus de l'angle, il y a angle, et donc il va d'abord falloir qu'on arrive à définir un angle ou l'angle entre deux vecteurs. Et vous allez voir que ça, c'est pas du tout le plus simple et le plus naturel. Mais à la fin du chapitre, on l'aura fait correctement. Alors on commence avec les isométries vectorielles. Donc tout d'abord dans tout le chapitre, puisqu'on va parler d'applications linéaires et de leurs matrices, on est en dimension finie. Et plus particulièrement, on va avoir besoin de la notion de produit scalaire et de norme. Donc on se place en fait dans quasiment tout le chapitre dans un espace euclidien. Je vous rappelle, ça veut dire que c'est un R espace vectoriel, de dimension finie sur lequel on a défini un produit scalaire. Donc on a un espace euclidien, on appelle isométrie vectorielle un endomorphisme de qui conserve la norme. C'est-à-dire norme de f de x est égale à norme de x pour tous les vecteurs x. Donc ça veut dire que vous devez être capable de calculer des normes pour pouvoir vérifier qu'on a bien égalité des normes dans un cas particulier. Donc on commence tout de suite sur un exemple. On est dans l'espace euclidien R puissance n et on prend le produit scalaire usuel. Donc ça veut dire, je vous rappelle que le produit scalaire entre deux vecteurs, c'est la somme du produit des coordonnées. Et on appelle f la fonction qui a un vecteur de coordonnées x1, xn associe le vecteur de coordonnées x2, x1, x3 jusqu'à xn. Alors, quand un vecteur de Rn, je le remplace comme ça par x1, xn, c'est sous-entendu que ce sont ses coordonnées dans la base canonique. Bon, cette application est une isométrie vectorielle. Alors, le fait que f est linéaire, je vous laisse le vérifier. Ça, vous n'aurez aucun problème pour le faire. Le fait que f est une isométrie, pour le faire, on se fixe un vecteur x de E. On appelle x1, xn ses coordonnées, donc typiquement c'est dans la base canonique. La norme de f de x, donc là il manque le double trait, c'est donc la norme du vecteur x2, x1, x3, xn. Par définition de la norme, puisque c'est celle qui est associée au produit scalaire usuel, c'est la racine carrée de la somme des coordonnées au carré, donc x2 carré plus x1 carré plus x3 carré jusqu'à plus xn carré. Et donc comme l'addition est commutative, en fait, quitte à remettre ces quantités dans un autre sens, on trouve exactement x1 carré plus x2 carré plus etc. Donc on retrouve exactement la norme de x. Et donc f, elle est à la fois linéaire et elle conserve la norme, donc c'est bien une isométrie vectorielle. Alors en fait, la conservation de la norme comme ça, c'est équivalent à plein d'autres propriétés qui sont conservées entre guillemets par une application f, donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Toutes ces caractérisations pourraient en fait être utilisées comme définition d'une isométrie vectorielle. Premier résultat, si E est un espace euclidien et que F est une application linéaire, alors F est une isométrie vectorielle si et seulement si elle conserve le produit scalaire. Autrement dit, conserver la norme, conserver le produit scalaire, c'est exactement la même chose. Donc on va démontrer ce théorème 1. Alors on va démontrer une équivalence, donc on va raisonner par double implication. Excusez-moi, là c'est pas le bon mot. Premièrement, 1 implique 2. Donc on suppose que f est une isométrie vectorielle, c'est-à-dire qu'elle est linéaire et qu'elle conserve la norme. On veut montrer qu'elle conserve le produit scalaire. Donc on se fixe deux vecteurs de E et on doit calculer f de x scalaire f de y. Grâce à une formule de polarisation, ce produit scalaire, on est capable de l'exprimer que en fonction de normes. Donc c'est la norme de f de x plus f de y au carré, moins la norme de f de x au carré, moins la norme de f de y au carré. Et puis comme f est une application linéaire, f de x plus f de y,
on l'écrit f de x plus y. Et là, puisque l'application f est une isométrie vectorielle, ça veut dire qu'elle conserve la norme. Donc la norme de f de x plus y, c'est égal à la norme de x plus y. La norme de f de x, c'est égal à la norme de x, et la norme de f de y, c'est égal à la norme de y. Et donc, en réutilisant la formule de polarisation, mais dans l'autre sens, cette fois, eh bien, on retrouve le produit scalaire de x et de y. Donc, on a bien que si f conserve la norme, alors f conserve le produit scalaire. L'implication dans l'autre sens, on suppose cette fois que f conserve le produit scalaire, et on va montrer que f conserve la norme. Donc on se fixe un vecteur x de E. La norme de f de x au carré, par définition, c'est le produit scalaire de f de x avec f de x. Puisque f conserve le produit scalaire, eh bien ce produit scalaire, il est égal au produit scalaire de x avec x. Autrement dit, il est égal à la norme de x au carré. Et comme les deux quantités sous le carré sont positives, on peut l'enlever. Et donc on retrouve bien que f est une isométrie vectorielle. Donc on a bien l'équivalence entre conserver la norme, conserver le produit scalaire. Autrement dit, dans les exercices, si vous devez montrer qu'un endomorphisme est une isométrie vectorielle, selon la définition de f, ce sera à vous de plutôt montrer que ça conserve le produit scalaire ou plutôt montrer que ça conserve la norme. Vraiment, ça va dépendre de ce qui est plus facile à faire comme calcul. Alors, puisque le produit scalaire est conservé, a priori, l'orthogonalité aussi. Et c'est l'objet du théorème 2, qui n'est cette fois pas une équivalence, mais simplement une application. Si f est une isométrie vectorielle de E, et si x et y sont deux vecteurs orthogonaux, alors f de x et f de y sont également des vecteurs orthogonaux. Donc ça, pour la démonstration, on écrit que pour deux vecteurs x, y de E, le produit scalaire entre f de x et f de y est égal au produit scalaire entre x et y. Donc si x et y sont orthogonaux, eh bien f de x et f de y le sont également. Vous pouvez également l'utiliser dans l'autre sens. Si vous savez que f de x et f de y sont orthogonaux, alors x et y vont être orthogonaux. Mais attention, cette fois dans le théorème 2, ce n'est pas une équivalence. Alors, dernière équivalence qui permet de définir une isométrie vectorielle, c'est celle du théorème 3. Donc on a toujours f un endomorphisme d'un espace euclidien. F est une isométrie vectorielle si et seulement si f transforme une base orthonormale en une base orthonormale. Donc pareil, ça c'est une autre façon d'utiliser ou de démontrer que f est une isométrie vectorielle. Alors on va démontrer ce théorème 3. De nouveau, on raisonne par double implication puisqu'on veut une équivalence. Premièrement, on suppose que f est une isométrie vectorielle et on veut montrer qu'elle transforme une base orthonormale en une base orthonormale. Donc on se fixe E1, En, une base orthonormale de E. On veut montrer que f de E1, f de En est également une base orthonormale. Donc on va commencer par montrer que c'est une famille orthonormale. Pour deux indices i et j, le produit scalaire entre f de EI et f de EJ, puisque f est une isométrie, c'est égal au produit scalaire entre EI et EJ. Et puisque E1, En est une base orthonormée, ce produit scalaire, il est soit égal à 1 lorsque i égale j, soit égal à 0. Donc finalement, le produit scalaire entre f de EI et f de EJ, il vaut 1 lorsque i égale j et il vaut 0 sinon. Donc la famille f de E1, f de En est une famille orthonormée. Donc en particulier, on l'a déjà démontré, c'est une famille orthonormée qui ne contient pas le vecteur nul, donc c'est une famille libre. Et puis elle a n vecteurs dans un espace vectoriel de dimension n, donc puisqu'elle est libre, c'est une base de E. Donc c'est bien une base orthonormée de E. Deuxième implication, on suppose cette fois que f transforme une base orthonormée en une base orthonormée. Donc on appelle E1, En la base orthonormée qui convient. Il y en a peut-être plusieurs, mais on en prend au moins une qui convient. Et on veut montrer que f conserve la norme. Donc on se fixe un vecteur x de E. Ce vecteur x, on peut le décomposer dans la base E1, En, ce qui veut donc dire qu'il existe des scalaires, alors là même ce sont des réels, x1, xn, tel que x soit égal à la somme pour i allant de 1 à n des xi, ei.
Et en particulier, puisque E1, En est une base orthonormée, on sait que sa norme au carré, c'est la somme directement des coordonnées. Ça, on a vu ça dans le chapitre précédent. Alors nous, on veut la norme de f de x pour montrer que la norme de f de x est bien égale à la norme de x. Donc on commence par calculer f de x. Puisque f est une application linéaire, c'est la somme pour i allant de 1 à n des xi f de ei. Et puisque f de E1, f de En forment une base orthonormée, c'était notre hypothèse, du coup la norme de f de x au carré, eh bien c'est directement la somme de ses coordonnées dans la base orthonormée au carré. Et donc finalement, on retrouve que la norme de x est égale à la norme de f de x. Donc on a bien que f est une isométrie vectorielle. Donc finalement, on a vu 3 définitions d'une isométrie vectorielle, soit la norme est conservée, soit le produit scalaire est conservé, soit les bases orthonormées sont conservées. En fait, c'est comme ça que vous pouvez résumer le théorème 3.